Voilà. On est à 5 minutes du décollage, qui est donc prévu, on voit les horaires ici, qui est prévu à 12h51 ce samedi 21 décembre 1968. Alors attention, il s'agit là d'un horaire UTC. Là, on comprend bien que en fait, le décollage a lieu alors soit le soir, soit le matin, compte tenu de la luminosité, la lumière du soleil rasante. Donc c'est le matin euh, en Floride. Il est 7h51 EST, donc c'est le fuseau horaire de l'Est des États-Unis. Et donc on est au centre spatial Kennedy sur le launchpad 30 39A. euh, le pad de tir historique des missions Apollo. Là-bas au loin, on devine le VAB, le, le bâtiment dans lequel sont assemblés les Saturne V. Et le Mission Control du Kennedy Space Center se trouve à proximité. Donc, comme vous pouvez le constater, assez loin de la fusée pour éviter bah, d'exposer les personnes en cas d'explosion. Il n'y a que 3 personnes qui sont là ici à l'intérieur du module de commande, qui là risquent leur vie en cas de catastrophe, mais tout l'environnement est complètement dégagé. Il y a des spectateurs qui assistent au lancement qui sont situés par là, et puis il y en a un petit peu partout sur la côte qui sont là de façon informelle. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais en venir au lanceur lui-même. Donc il est sur le pas de tir. Il y a des dégagements de gaz qui sont parfaitement normaux. Maintenant, la fusée fonctionne sur sa propre énergie. Il y a encore quelques bras qui sont connectés, en particulier pour avoir des informations sur le lanceur directement. On peut arrêter encore le compte à rebours. On peut l'arrêter jusqu'au dernier moment quasiment. On peut aussi déclencher une procédure d'urgence et éjecter le module de commande. Donc en fait, c'est la toute petite pointe qui se trouve ici, qui est la capsule dans laquelle se trouvent les 3 astronautes. Et l'essentiel de la mission va être effectué par juste cette partie-là de la fusée. Tout le reste va disparaître. Alors on est dans le cas de la mission Apollo 8, dont l'objectif est de se mettre en orbite autour de la Lune, faire une dizaine de fois le tour de la Lune et revenir sur Terre. Aucun atterrissage n'est prévu pour cette mission-là. Donc on approche de l'heure fatidique. On est à bientôt 1 minute du lancement et on va observer ce qui se passe au fur et à mesure que la fusée décolle. 50 secondes. 40 secondes. Alors on va avoir le son de la mission Apollo 8 qui va par moment, pas très fréquemment à vrai dire, accompagner la simulation. Donc on entendra les voix historiques telles qu'elles se sont exprimées tout au long du lancement ou tout au long de la mission même. 10, 9, we have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1.
Et voilà, la fusée a dépassé, has cleared the tower, comme ils disent. Donc maintenant, le centre de mission de Cap Canaveral, enfin du Kennedy Space Center, n'a plus la main sur le vol. Et le Mission Control en charge maintenant du reste de la mission, la totalité de la mission, se trouve bien plus loin, au Texas, à Houston. Et donc en fait c'est depuis Houston que la mission est contrôlée dans le Mission Control. Alors venons-en au lanceur à proprement parler. Donc c'est une Saturn V composée de 3 étages de lancement. Premier étage ici, deuxième étage ici, troisième étage ici. Enfin à vrai dire ça s'arrête à la bande noire. Sous cette partie conique ici, on devrait trouver un lunar module, un module lunaire, LM ou en général on prononce LEM. Mais comme il n'y a pas d'atterrissage prévu, donc le LEM est censé lui atterrir sur la Lune. Comme il n'y a pas d'atterrissage prévu, ici ce compartiment est vide. Et là on trouve la partie la plus importante de ce qu'on appelle le train spatial qui conduit Apollo sur la Lune. Le module de service, le module de commande, donc SM et CM, et l'ensemble est appelé CSM. Et au-dessus, là, cette petite pointe, c'est le système d'évacuation d'urgence. Donc c'est une espèce de petite fusée qui peut provoquer l'éjection du module de commande et le faire voler loin de la fusée en cas d'incident et d'explosion qui pourrait arriver sous peu. Donc la fonction de ce dispositif, c'est d'éloigner le module de commande le plus possible de la fusée en cas de catastrophe. Alors cette procédure d'évacuation n'a de sens que si le lanceur est pas trop loin de la Terre. En gros, pour faire simple, ce système sera évacué au moment où on va évacuer le premier étage. Donc voilà, le premier étage se sépare, c'est-à-dire que le premier étage du lanceur n'a plus de carburant, il a poussé au maximum le plus longtemps possible. Et maintenant, c'est le deuxième étage qui prend les commandes, enfin qui effectue la poussée. On est, alors on peut voir l'altitude ici à 90 km. Ah. Alors là, la bague ici qui séparait le deuxième et le premier étage vient d'être éjectée et en même temps, donc le système d'évacuation a été lui aussi évacué. Et donc ce qu'il est important de comprendre, c'est que à 90 km d'altitude, donc maintenant on a dû largement les dépasser. Voilà, on a dépassé les 100 km, donc techniquement on considère qu'on est dans l'espace. Il n'y a plus de force de pression causée par l'atmosphère, donc tous les effets aérodynamiques ont disparu. Et donc maintenant on n'a plus trop tendance à pousser verticalement. On a poussé verticalement pour diminuer le plus possible les effets de l'air sur la fusée. Mais l'objectif de la fusée, pour qu'elle soit en orbite, c'est maintenant qu'elle prenne de la vitesse. Alors ça, c'est quand même une notion qui est très très importante et que je veux expliquer. Alors ici, on a une carte qui ressemble beaucoup à la carte qu'on avait historiquement dans le Mission Control, dans le bâtiment de contrôle de mission, qui représente la trajectoire actuelle de la fusée. Donc on voit qu'elle est partie d'ici et que si on arrêtait les moteurs, elle retomberait ici dans la mer. Et sur cet écran-là, on voit l'orbite, en tout cas plutôt la trajectoire actuelle de la fusée.
Donc en fait, le point de départ et le point de chute, qui sont les deux mêmes points que nous avons là, et le point de chute qui est en train de s'éloigner. Pourquoi? Parce que en fait, la fusée est en train d'accélérer, non pas verticalement, mais horizontalement. L'objectif étant d'essayer de la lancer le plus loin possible et de faire en sorte que cette trajectoire courbe ici, au lieu de réintercepter la surface terrestre qu'on voit ici en blanc, la trajectoire aille plus loin. On voit ici que la trajectoire de la fusée, si la Terre n'existait pas, ce serait une ellipse dont le centre, enfin plutôt un des foyers, c'est le centre de la Terre. Et en fait, en augmentant la vitesse horizontale ici, on augmente aussi la vitesse horizontale de l'autre côté et on éloigne le point qui se trouve ici, qui s'appelle le périgée, périaxis, c'est-à-dire le point le plus proche de la surface. Alors là, il est en dessous, en tout cas le point le plus proche du centre de la Terre. Et celui-ci, c'est l'apogée ou apoaxis, qui est le point de la trajectoire le plus éloigné du centre terrestre. Et donc en fait, en accélérant au niveau de l'apogée, on éloigne le périgée du centre de la Terre. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que le périgée dépasse la surface terrestre. Et dépasse à tel point qu'elle dépasse en particulier la couche atmosphérique. Et s'il n'y a pas de couche atmosphérique, il n'y a pas de freinage, et donc on peut arrêter les moteurs. La trajectoire de la fusée sera relativement circulaire, en fait c'est une ellipse, mais va tourner en permanence autour de la Terre. Et donc c'est là l'objectif de la poussée qui a lieu en ce moment. Alors au départ, le premier étage qui nous a essentiellement sorti de l'atmosphère. Maintenant le deuxième étage qui, comme on peut le constater, pousse plutôt horizontalement, légèrement en hauteur quand même. Alors actuellement notre altitude est de 186 km, ce qui est approximativement notre orbite nominale. Donc on gagne un petit peu de la hauteur là encore, mais vous voyez, elle augmente légèrement. Mais c'est pas vraiment l'objectif. Voilà, la fusée sait que elle doit maintenant voler davantage horizontalement. Et surtout donc gagner de la vitesse de manière à ce que le périgée ici s'éloigne le plus possible du centre de la Terre. Donc en fait, on peut imaginer que de ce point-là, c'est comme si on avait lancé un objet, une pierre ou quelque chose, et qu'on l'avait lancé si fort que la trajectoire, nous on a l'habitude sur une surface quasiment plane de voir une parabole, et bien que cette parabole aille au-delà de la surface terrestre à cause de sa courbure, et donc en fait crée de cette manière une trajectoire circulaire dans laquelle jamais la parabole ne recoupe la surface terrestre. C'est un peu ça l'idée. Donc on est monté en altitude et on se donne la vitesse suffisante pour retomber sans arrêt au-delà de la surface terrestre. En ce qui concerne le pilotage, les astronautes à l'intérieur de la fusée ne pilotent pas. Le premier, le deuxième et le troisième étage sont pilotés ici. Ah, voilà, le deuxième étage est maintenant vide. Donc, il ne peut plus pousser, il est largué. C'est du poids devenu inutile. Et donc, c'est le troisième étage maintenant qui effectue la poussée et continue à donner de la vitesse à notre fusée de façon à arrondir, à circulariser son orbite et faire en sorte que l'orbite soit vraiment à une altitude largement au-dessus de celle de l'atmosphère.
Alors là, le message qu'on vient d'entendre nous dit que la coupure est prévue à environ 12h28 sur le compteur qui est ici. Parlons-en de ce compteur. Donc en fait, il compte le temps de vol parce que en fait, tous les événements de la mission sont comptabilisés à partir du moment du décollage. Si le décollage avait été décalé, les événements divers et variés de la mission auraient changé d'horaire, mais par contre, l'horaire dans le temps de vol, lui, ne change pas. Donc c'est pour ça que la référence, c'est le moment du décollage. Donc GET signifie Ground Elapsed Time, c'est-à-dire temps écoulé depuis qu'on a quitté le sol, ou temps écoulé au sol. Mais moi je dirais get 11, et donc là il reste environ 1 minute de poussée encore pour que l'orbite soit circularisée. En effet, on voit que le périgée maintenant est assez proche de la surface terrestre. Et donc je disais que le pilotage est assuré par les dispositifs qui sont situés ici dans la bague noire au sommet du 3e étage. Je vous rappelle qu'ici, cette partie-là ne fait pas partie du 3e étage. Le 3e étage, qui s'appelle S4B, son petit nom, il est juste là, avec son moteur ici. Et à l'intérieur, il y a l'instrument unit qui, voilà, ça y est, ça a coupé avant l'horaire historique. Et donc, en moins de 12 minutes, on est arrivé sur orbite. Et donc, le Instrument Unit contient toute une série de capteurs inertiels, d'orientation, etc. Et permet donc de savoir à quelle vitesse se déplace le lanceur. Et en fonction de ça, pilote les moteurs, en particulier l'orientation. C'est ça la chose la plus importante, parce que les moteurs poussent à pleine puissance en permanence, mais contrôle l'orientation de la fusée. Et une fois la vitesse et l'altitude désirée obtenue, arrête la poussée, tout simplement. Donc les astronautes à l'intérieur du module de commande, qui est donc ici, n'ont eux aucune action concrète sur le vol de la fusée. La seule chose que le commandant doit faire, c'est s'assurer que le vol est nominal, et le cas échéant, il a une manette à partir de laquelle il peut interrompre le vol et demander l'éjection du module de commande. Donc là, le fonctionnement a été nominal, on est arrivé en orbite. On est donc à 187,7 km. Alors, on est à 187,7 km d'altitude, oui. Le périgée se trouve à 187,7 km. Donc, le périgée se trouve probablement ici, c'est ce point-là. Et l'apogée se trouve probablement ici à 188,5 km. Donc, il y a moins de 1 km de différence d'altitude entre ces deux points. Ce n'est pas un cercle parfait, mais une ellipse. Mais bon, une ellipse qui ressemble fortement à un cercle qui passe à 187 km d'altitude au-dessus de la surface terrestre. On peut avoir la mesure par rapport au centre de la Terre, et là on voit qu'on est alors en altitude par exemple, notre altitude c'est 6560 km du centre de la Terre. Enfin, pas altitude pour le coup. Notre distance par rapport au centre de la Terre, c'est 6560 km. C'est donc le rayon de ce cercle. Donc on voit que finalement on vole très très bas, même à 187 km au-dessus du rayon de la surface terrestre. Par rapport au rayon, c'est finalement une distance relativement faible. Mais l'objectif, c'était juste de sortir de l'atmosphère et de ne plus avoir à subir le frottement atmosphérique qui nous freinerait et nous ferait retomber par terre.
Donc on peut voir maintenant notre trajectoire ici par rapport à la surface terrestre. Donc on voit qu'on a une inclinaison qui nous fait passer du centre des États-Unis, sud de l'Espagne, jusqu'au sud de l'Afrique à peu près, et au-dessus de l'Australie. Et si on veut voir l'intérieur du module de commande, le voici. Donc là, je suis sur le siège central, donc le siège du pilote de module de commande, CMP. Alors il y a beaucoup de sigles que j'utilise assez fréquemment. Donc le CMP, c'est le Command Module Pilote. C'est lorsque les missions atterrissent sur la Lune, c'est la personne qui reste dans le module de commande et qui ne descend pas sur la Lune. À gauche ici se trouve le CDR, le commandant de la mission, qui occupe le vrai poste de pilotage en réalité. Et à droite se trouve le LMP, Lunar Module Pilote, qui est donc le pilote du module lunaire. Et donc ces deux personnes, le CDR et le LMP, eux, sont susceptibles d'embarquer dans le LEM et de descendre sur la Lune. Ce qui n'est pas le cas dans le cas de la mission Apollo 8, qui ne va faire que une mise en orbite autour de la Lune. Alors je peux me déplacer à l'intérieur des sièges, voilà. Là, je suis à la place du commandant. Je peux regarder par le hublot, on voit pas grand chose. La Terre est au-dessus de nous, donc on vole en quelque sorte la tête en bas. Ce petit hublot a un intérêt dans le cas où on a un LEM, c'est pas le cas là, mais je vais quand même le montrer. C'est le réticule qui permet d'effectuer la manœuvre qui permet au module de commande d'aller chercher le LEM lorsque on doit atterrir sur la Lune. Et il y a deux phases d'accostage, une à l'aller, juste au moment où on part vers la Lune, et on récupère le LEM qui est stocké, je le rappelle, ici. Donc en fait, le CSM se détache, on retourne le CSM, la partie conique ici aussi, ces 4 panneaux vont disparaître, et le LEM se trouvant ici, on vient le chercher pour le accoster ici avec le sommet du module de commande. Et donc cette manipulation s'effectue là. Et une fois que le LEM a atterri sur la Lune, que toute la mission lunaire est terminée et que le LEM remonte en orbite lunaire, et bien pareil, on récupère le LEM en utilisant ce dispositif. Évidemment, ces opérations-là, dans le cas d'Apollo 8, ça n'a pas de sens. Et donc voici la place du LMP, du pilote de module lunaire. Voilà. Et donc ses deux camarades à sa gauche. Tiens, c'est intéressant d'aller voir ça. Je me remets à la place du commandant et quelque part sur la gauche, là, voilà. Mais alors, je peux pas baisser mon regard davantage, mais ici, sa main gauche est posée. Alors, il n'y a pas de mouvement hein, dans ce, comment dire, dans la simulation. Ici, c'est une image fixe. Mais bon, la main gauche du CDR est posée sur une espèce de manette, et c'est la fameuse manette dont je parlais, qu'il faut faire tourner en cas d'urgence et qui commande l'éjection du module de commande. Donc en fait, pendant tout le décollage, les 3 astronautes ont contrôlé l'ensemble des indicateurs qui étaient face à eux et ont vérifié que tout se passait correctement. Et le cas échéant,
Si il avait jugé que leur vie était en danger, le commandant aurait pu actionner cette manette et commander l'éjection pour sauver leur peau, tout simplement. Bien, donc voilà, on est en orbite, on est en train de tourner autour de la Terre et il se passe pas grand-chose. Donc la prochaine étape de la mission, ça consiste à partir vers la Lune. Ce qu'on va faire, c'est procéder à la manœuvre dite d'injection translunaire, Translunar Injection, ou TLI. Donc on parlera de TLI systématiquement. Et historiquement, cette TLI, elle a eu lieu à 2h50 et 37 secondes. Donc encore une fois, hein, je le rappelle, les horaires maintenant, les horaires de la mission, tout le plan de vol, il est cadencé sur le GET, et uniquement sur le GET. On se fiche complètement de l'heure et de la date, c'est pas ça qui compte. Donc, et d'ailleurs, tous les documents de vol, parce que le plan de vol, évidemment, ils l'avaient en version papier avec eux, tout est documenté en GET. Donc, maintenant, on va commencer à préparer cette fameuse TLI. Alors pour ça, on va passer ici. Donc là, en fait, on a l'équivalent des instruments. Alors pas tellement les instruments qui sont à bord de la fusée, mais plutôt les instruments qui sont au sein du Mission Control. En fait, il y a une chose importante à comprendre, c'est que si on se remet là, voilà, si on se remet ici, ce qu'on voit là, c'est l'ensemble des actionneurs qui permettent d'activer diverses choses, divers moteurs, déclencher des procédures d'urgence, activer allumer la lumière, la couper, gérer la gestion, faire la gestion de l'énergie, parce que effectivement la quantité d'énergie était assez limitée à l'époque. On n'avait pas les batteries qu'on a aujourd'hui. Donc là par exemple on voit toute une série de disjoncteurs qu'on branche et qu'on débranche en fonction des nécessités de certains systèmes, et quand on n'a pas besoin d'un système, on le laisse pas sous tension. Et puis une fois que le système est activé, ensuite on doit le paramétrer. Il y a toute une série de boutons qui permettent de paramétrer en détail chaque moteur. Il y en a beaucoup des moteurs en fait, hein. Là par exemple, sur le module de commande, parce que c'est essentiellement pour piloter le module de commande, on a un moteur principal ici qui est caché par le cône, mais aussi on a ici on a 4 moteurs. Un moteur qui va éjecter de la matière par là, donc pousser vers le bas, celui-ci qui va pousser vers la droite, celui-ci qui va pousser vers la gauche, celui-ci qui va pousser vers le haut, et on a 4 fois ça. Ici, là et en dessous. Donc là on a déjà 16 moteurs, plus le moteur principal, ça en fait 17. Et chacun de ces moteurs peut être contrôlé. Le fonctionnement de chacun de ces moteurs est contrôlé. Et il y a des paramétrages qui permettent effectivement de contrôler le fonctionnement des moteurs, mais aussi des instruments qui sont là, qui servent, là par exemple, c'est des instruments qui servent au retour sur Terre. Ça, c'est les instruments qui permettent de savoir dans quel sens on est orienté. En dessous, là, il y a le sextant qui permet de s'orienter par rapport aux étoiles, parce que la position du module de commande est définie par rapport aux étoiles. On n'avait pas de GPS à l'époque, pas de satellite en grand nombre, et en particulier aucun satellite autour de la Lune pour
pour effectivement se positionner ou je ne sais pas, faire des balises radar ou ce genre de choses-là. Tout ça n'existe pas, donc en fait, il faut voler de façon quasi autonome. Et donc pour faire ça, effectivement, il faut avoir un référentiel fixe avec des gyroscopes relativement précis qui sont réétalonnés parce que ça se décale toujours un petit peu par rapport aux étoiles. Et donc, par exemple, le dispositif qui permet ici de se repositionner, il consomme de l'énergie, donc on l'active, on refait un calibrage, puis on désactive le système. Et alors, ce qui est très important, c'est que tous ces systèmes, y compris donc le sextant qui est là, mais aussi les commandes moteurs, etc., sont reliés à l'ordinateur qui se trouve ici. Donc cet ordinateur est assez célèbre, on en a beaucoup parlé, on a dit que avec Apollo, ils avaient atterri à l'aide d'un ordinateur qui aujourd'hui serait moins puissant qu'une calculatrice. Alors je ne sais pas si c'est réellement exact, en tout cas effectivement c'était pas une machine très très puissante. L'ordinateur que j'utilise aujourd'hui est capable de simuler l'ensemble des ordinateurs qui ont géré la navigation Apollo et même de créer des images et de faire beaucoup plus de choses, comme par exemple relayer le streaming, etc. Bon, évidemment, les capacités de calcul d'aujourd'hui, par rapport à 1968, hein, je le rappelle, on est décembre 68, peu avant Noël, les capacités de calcul aujourd'hui sont largement supérieures. Et donc, ce que je veux dire à propos de cet ordinateur, c'est qu'en réalité, cet ordinateur ne calcule pas la trajectoire. Cet ordinateur, il est là pour servir de pilote automatique en définitive. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de programmes à l'intérieur et il va appliquer les commandes qu'on lui demande enfin les paramètres de vol qu'on va lui donner. Et ces paramètres de vol ne sont pas calculés dans le CSM, mais ils sont calculés au sol. Ils sont calculés au sol. Alors, ils sont même pas calculés au sein du Mission Control à Houston. Ils sont calculés par des ordinateurs dans des salles immenses où il y a des ordinateurs gigantesques gérés par IBM qui se trouvent à Huntsville au Texas, donc probablement pas très loin, je connais mal la géographie des lieux, mais probablement pas très loin de Houston. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que donc le module de commande, la fusée, tout dispositif en cours de vol va effectuer des mesures de sa position. Donc on l'a dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'effectivement on a un bon référentiel et qu'on sache en permanence à quelle vitesse on est en train de voler et dans quelle direction on est. Ça c'est fondamental. Toutes ces informations sont transmises par radio, alors par télémétrie, hein, pas à haute voix, mais en télémétrie, vers le sol, vers la Terre. D'où la nécessité à l'époque, tiens, je me demande où est-ce qu'on est là en ce moment. On est au-dessus de l'Afrique. Donc il y avait la nécessité d'avoir des relais radio un petit peu partout autour de la Terre pour pouvoir en permanence avoir la possibilité de communiquer avec la fusée. Là, clairement, les États-Unis ne peuvent pas communiquer avec la fusée, donc il y avait je crois qu'il y avait une antenne radar en Espagne, mais là, je pense que là, elle fonctionne plus. Donc, il devait y en avoir une quelque part en Afrique. Je sais qu'il y en avait une en Australie. Bon, enfin voilà. D'ici, à vrai dire, voilà, on voit pas toute l'Afrique, hein. Et donc, il est important d'avoir en permanence un relais radio qui va envoyer les informations télémétriques sur Terre. Ensuite, elles sont reliées et renvoyées vers le Mission Control. Et le Mission Control, lui, va transmettre l'ensemble des paramètres à Huntsville, chez IBM, qui va déterminer quels vont devoir être les paramètres de vol. Et donc, en fait, les paramètres de vol
c'est pas très compliqué en soi. C'est qu'il faudra orienter la fusée dans la bonne direction, allumer le moteur du 3e étage, parce que c'est lui qui va lancer, le CSM vers la Lune. Allumer le moteur du 3e étage à pleine puissance pendant un temps précis. L'objectif, c'est donc de calculer la direction et ce qu'on appelle le burn time, la durée de poussée. C'est tout. Et à partir de là, on va se retrouver sur une trajectoire toujours écliptique autour de la Terre, mais dont l'ellipse va s'allonger énormément loin du centre de la Terre pour intercepter la trajectoire, l'orbite lunaire. Et toute la finesse du calcul va être d'arriver dans les bonnes conditions pour être parfaitement à la hauteur de la surface, enfin, à l'altitude par rapport à la surface lunaire qu'on souhaite pour pouvoir faire un freinage efficace. Alors allons-y, simulons ce qui se passe au sein des ordinateurs d'IBM. Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle un MFD, donc ça c'est un dispositif spécifique du simulateur que j'utilise là. Le MFD en question s'appelle Lunar Transfer. Pour parler brièvement du simulateur, là j'utilise Orbiter 2016 avec le module spécialisé sur les missions Apollo qui s'appelle AMSO. Alors, sur Orbiter 2016, il existe 2 simulateurs, AMSO et NASSP. Pour parler de l'autre simulateur dans un premier temps, en gros, dans le cas de NASSP, on va avoir un cockpit du module de commande sur lequel on peut agir intégralement. C'est-à-dire qu'on va prendre connaissance de la signification de chacun des boutons qui sont là et gérer intégralement tout ce qui se passe, enfin avoir exactement les mêmes actions que les astronautes pour pouvoir conduire la mission. En revanche, il ne sera pas possible de simuler les sorties extravéhiculaires, on appelle ça les EVA. Donc on ne pourra pas marcher sur la Lune, on ne pourra pas rouler avec le rover lunaire. Voilà, en fait, on va simuler la mission dans l'intégralité de son vol. On peut se mettre en orbite autour de la Lune, passer dans le LEM, faire atterrir le LEM sur la Lune, et ensuite, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre patiemment que ce soit l'heure de repartir, sans simuler donc la sortie sur la Lune, et continuer à simuler le vol, donc retour vers le CSM et retour vers la Terre. Dans le cas, donc en gros, si on veut, la philosophie de NASSP, l'autre module, c'est plutôt de vivre le vol de l'intérieur. Le module que j'utilise ici, AMSO, son objectif est plus à la fois de vivre le vol depuis l'extérieur, et donc là, on va pouvoir simuler les sorties extravéhiculaires, on va simuler l'ensemble des manœuvres manuelles, mais on le fera par l'intermédiaire d'outils beaucoup plus simplistes qui ne vont pas nécessiter d'avoir la connaissance de tout l'environnement qui est là à l'intérieur du module de commande, mais aussi à l'intérieur du LEM. Mais n'empêche qu'on va appliquer l'ensemble des étapes. Et ce qu'on va faire aussi, c'est donc s'intéresser beaucoup sur cet écran-là à la façon dont on navigue. Et donc il me paraît nécessaire d'avoir les bases sur l'architecture. Donc là déjà on a vu comment la Saturne V fonctionnait, le premier étage, le deuxième étage, le troisième étage, le CSM, etc., la mise en orbite.
Et donc on va continuer à dérouler l'ensemble de la mission et voir à quoi servent chacun des composants de la fusée. Mais aussi donc on va comprendre comment on gère la navigation, comment ça fonctionne. Moi, il me paraît difficile ensuite, enfin il me paraît difficile plutôt préalablement a priori d'arriver à gérer le vaisseau de l'intérieur sans comprendre l'architecture globale de l'ensemble de la mission. Donc, je préfère commencer par là. C'est d'abord plus simple, mais ça permet de comprendre les bases à la fois de la navigation et du fonctionnement de la fusée. Donc, disais-je, on est là sur ce qui est l'équivalent des ordinateurs d'IBM et on va leur demander de nous programmer la TLI, Translunar Injection. Donc je sélectionne la TLI et voilà, il me propose une solution par défaut. Une solution dont le départ serait à 1h30, donc dans 1 heure environ. Mais c'est pas la solution que je vais choisir. Moi, je vais essayer de rester assez proche de la solution historique.